Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin en Bretagne. On vous emmène avec nous pour 52 minutes d'émission. Alors ce matin, l'auteure Catherine Pancol est notre invitée d'honneur dans le cadre de la semaine littéraire organisée par les Termes Marins de Saint-Malo. Elle est l'un des grands phénomènes d'édition de ces dernières années, traduite dans 30 pays avec un succès mondial et des titres ébouriffants. Pour ne citer que Les yeux jaunes des crocodiles, La valse lente des tortues ou bien encore Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. Elle nous parlera aussi de son dernier roman, Trois baisers, et de ses personnages si réalistes et de ses habitudes d'écriture. Nous aurons le grand plaisir de la retrouver dans quelques instants. Quand la réalité rejoint la fiction, cela donne un garçon de café robot. Et oui, ça peut exister. Il s'appelle Nestor. Il a été sauvé de l'industrie automobile. Aujourd'hui, il sert des bières dans les festivals. Sa seconde vie, il la doit à un ingénieur costarmoricain, Jean-Marie Olivier, qui est avec nous ce matin. De son côté, Christelle Molina, déléguée régionale d'INA Atlantique, nous a sorti une archive de 1972 sur le logement étudiant. Et déjà, pas si facile de trouver chaussures à son pied. Dans la rubrique juridique, Maître Geoffroy Aymonet nous parlera des droits de succession. Et puis nous retrouverons aussi bien entendu la sélection culturelle de Sabine Marie-Murgue pour ce week-end. Sans oublier l'ami Billy qui est parti à la découverte d'un élevage d'escargots à Cornu en Ille-et-Vilaine. Allez, côté météo, ma chère Catherine, bonjour. Bonjour Laurence, comment allez-vous? Impeccable. Laurence, je voudrais profiter de... Alors, il fera beau, bien sûr, mais je voudrais profiter de ce temps d'antenne pour lancer un appel à participation à nos téléspectateurs. Allez, lançons l'appel. On parle très rarement de votre lieu-dit ou de votre commune à la météo. Eh bien, c'est l'heure pour vous de vous faire entendre. Envoyez-nous un mail à 9h50bretagne@francetv.fr et nous pourrons parler de votre ville sur ce plateau. Oui, monsieur, oui, madame, c'est possible. Magnifique. C'est beau, j'en ai des frissons. Je vois ça, moi aussi. J'espère que c'est pareil pour vous. Donc n'hésitez pas, envoyez-nous ça et on parlera de chez vous. Allez, merci beaucoup, Catherine. Merci. Eh bien, 9h50 le matin, Bretagne, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à vous. Bonjour Christelle. Bonjour Laurence. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Bonjour Geoffroy. Bonjour Laurence. Et bonjour Catherine Pancol. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes en Bretagne en ce moment dans le cadre de la semaine littérature et thalasso aux Termes Marins de Saint-Malo. Vous êtes une auteure à succès, on ne vous présente plus en fait quasiment, traduite dans 30 pays, phénomène d'édition. Vous avez toujours des titres incroyables. On se demandait un peu d'où ça venait quand même tous ces titres. Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi, il fallait quand même y penser à ça. C'est parce que j'ai habité New York longtemps, vous savez, j'ai habité 12 ans à New York. Et c'est vrai que chaque fois que je passais devant le parc, je me disais que font les écureuils le lundi, parce que le week-end, tout le monde s'occupe d'eux, parce qu'ils sont tellement pas farouches qu'ils viennent manger dans votre main. Et donc je me disais, le lundi matin, ils doivent tous redescendre en se disant, on va s'occuper de moi, et il n'y a personne le lundi matin. Et c'est vrai que chaque fois que je passais près de Central Park et qu'il n'y avait personne autour des écureuils, je me disais, ils doivent être tristes. C'est comme ça, les titres, ça naît bizarrement. C'est comme des petites étoiles filantes qui vous arrivent. Voilà, exactement, c'est vrai, oui, oui. Bon, allez, nous, on avait envie d'en savoir un petit peu plus sur vous. Alors, je vous propose de tirer un premier petit papier. On va voir d'où vous vient toute cette passion pour les mots, la littérature. Sans famille, oui, c'est mon premier livre. Alors ça a été un peu un déclic pour vous. Oui. Pourquoi? Parce que moi, je suis née au Maroc. Et donc, j'allais pas à l'école au Maroc. C'est maman qui m'a appris à lire et à écrire. Et maman était institutrice, enfin elle est toujours, enfin elle n'est plus institutrice, mais elle est toujours vivante. Et donc j'ai appris à lire et à écrire très très tôt. Ce qui fait qu'à 5 ans, je lisais déjà. À 5 ans? Ouais, et j'écrivais lentement, mais j'écrivais. Et puis on est rentré en France et on n'avait pas de logement tout de suite. Et donc on squattait, enfin on faisait le tour de la France en squattant. Et on habitait chez les gens, ce qui fait qu'on ne pouvait pas travailler beaucoup de choses. Et moi, je piquais des livres dans les bibliothèques. Et je me rappelle, le premier livre que j'ai piqué, comme ça, en rentrant du Maroc, c'était Sans famille. Et je dois dire que j'ai eu un choc. Vous savez, la première phrase, c'est « Je suis un enfant trouvé ». Et quand vous êtes une petite fille et que vous lisez « Je suis un enfant trouvé », tout d'un coup, ça ouvre une possibilité infinie d'histoire, d'aventure. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va retrouver sa maman, son papa? Est-ce qu'ils sont morts? Enfin, tous ces trucs-là. Et ça m'a marqué. Et l'imagination a commencé. Et du coup, j'ai lu ce livre. Je le travaillais toujours avec moi. C'était mon doudou, Sans famille. Ouais. Merveilleuse histoire, en tout cas. Allez, je vous propose un deuxième petit papier, mais vous avez déjà évoqué la thématique naturellement, finalement, à l'instant. Alors,
Ah, méthode syllabique. Ah, ben là, moi, c'est ça. Donc, c'est votre maman qui vous a J'ai appris quelques chevaux à de lire. bataille, comme ça, et moi, j'ai la méthode syllabique. Donc, maman, institutrice, m'a appris B-A-B-A, B-E-B, B-I-B, B-O-B. Bon. Et je trouve que ça structure la tête. Je pense que la méthode globale, quand on est enfant, c'est très compliqué. On devine le sens. Ça ne s'inscrit pas en clair dans la tête. On apprend des mots tout faits dans la méthode apprend, globale, voilà. on le rappelle pour nos téléspectateurs. Et la méthode syllabique, voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez connu ce livre, par exemple, de Mathurin Baucher, qui était un breton et il a été effectivement l'un des précurseurs justement de cette méthode syllabique où on apprenait, voilà, ba, bo, bu, bi, effectivement. Oui, et je trouve que c'était clair dans la tête. Parce que, alors après, moi, j'ai eu des enfants et je sais que je rectifiais toujours en méthode syllabique parce que je trouve que deviner un mot, alors, ok, ils s'amusent, c'est un puzzle et tout ça, mais ça ne structure pas le cerveau. On ne comprend pas la structure. C'est comme tous les termes qu'ils utilisent maintenant pour la grammaire. On n'y comprend plus rien, la grammaire. Quand on avait le nom, sujet, verbe, complément d'objet direct, complément d'objet indirect, c'est facile. Maintenant, c'est les... Ah, j'ai oublié, parce que maintenant, ils ont grandi, les miens. Mais, donc, moi, j'ai racheté dans les foires à tout, je rachetais tous les vieux bouquins de grammaire, d'orthographe, et je refaisais l'école par-dessus. À l'ancienne. Ouais. Allez, y a que ça. Et ils ont la tête bien. Vous restez avec nous, Catherine Pancol. Justement, puisqu'on parlait d'école à la maison, eh bien, on va vous donner un exemple breton. Vous allez voir ça, c'est un reportage d'Adélaïde Castier et de Stéphanie Labrousse. Erwan est en CE1, sa petite sœur Aude en grande section. Vous allez à vos chaises. Depuis quelques mois, les cartables restent à la maison. Une salle de classe à quelques mètres de leur chambre a été aménagée, dans le rôle de la maîtresse, leur maman. Les règles, elles sont quand même indispensables. On vient à l'heure, on est habillé, etc. C'est quand même des règles qui sont importantes parce que dans une maison, rapidement, quand on est chez soi, on pourrait se laisser aller. Elle monte, elle tourne, elle descend en barre verticale, elle remonte, elle tourne une petite boucle. Un B. Non, parce qu'elle descend très bas. Elle a une boucle en haut et une boucle en bas. Bravo. Qu'est-ce que tu fais alors à l'école avec maman? Lecture, de l'écriture, des petits jeux, du maths. Dans un premier temps, il a fallu trouver ses marques. Toute la complexité pour la maman, c'est d'arriver à adapter le travail pour chacun de ses enfants à leur niveau. Après avoir tâtonné avec la méthode d'apprentissage, la maîtresse semble aujourd'hui plus à l'aise. J'ai choisi d'avoir les cours par correspondance pour savoir où je vais. Mais à partir du moment où je sais ce que je dois enseigner, je peux utiliser les moyens que je veux et c'est là qu'est toute la souplesse. Par exemple, les pronoms personnels, moi je les ai faits avec des Playmobil. Ouais. Et ça rentre beaucoup mieux. Tu peux le sortir. En Bretagne, en 2016, environ 500 enfants étaient scolarisés à la maison. J'utilise aussi pour mesurer la largeur d'un passage. Tu te rends compte? Les moustaches permettent de mesurer la largeur du passage. Est-ce que tu peux me... N'importe quel parent peut faire ce choix, aucun diplôme n'est requis, si ce n'est de ne pas oublier les temps de récréation. Oui. Elles sont dans tes bottes. Les pieds dans l'eau, l'école se joue aussi durant ces moments privilégiés de contact avec la nature. Anne a décidé de se lancer dans l'aventure lorsqu'elle a vu que son fils ne s'intégrait pas au système scolaire classique. Il était fatigué, il était découragé, donc moi je voulais voir un enfant épanoui qui est heureux d'apprendre. Donc j'ai tenté le coup pour qu'il retrouve le plaisir vraiment d'apprendre, parce qu'il n'a pas de difficulté, mais il avait besoin d'un petit moteur, un petit coup de pouce. Erwan et Aude continuent de voir leurs anciens copains de classe à la maison ou aux activités sportives. Anne ne sait pas encore combien de temps elle va continuer à assurer elle-même l'instruction de ses enfants. Pour l'heure, la philosophie est de vivre chaque chose en son temps. Un très joli reportage qui doit vous rappeler des souvenirs, Catherine Pancol. Ouais, j'ai connu ça, ouais. Et votre maman, c'est ça, vous racontez que le B était un monsieur avec un gros ventre. Oui, mais c'est vrai que c'est plus drôle que d'aller
Mais après, je suis rentrée dans une école normale. Ouais. C'est sûr qu'il y a un moment où il faut, ne serait-ce que pour la discipline, la vie avec les autres, tous ces trucs-là. Ouais. Mais apprendre avec des histoires, forcément, ça forge aussi une imagination. Ah oui, ça donne de l'imagination en plus. Ça, vous en manquez pas. Ouais, Hein. oui. Geoffroy, ça vous inspirait un commentaire aussi, peut-être? Moi, je trouve ça très bien, mais j'imagine que c'est quand même un métier, donc les gens qui le font doivent bien réfléchir, je pense, parce que c'est une responsabilité. C'est une sacrée responsabilité. Ouais, effectivement. De l'école aux étudiants, Christelle, il n'y a qu'un pas qu'on va franchir avec vous. Vous avez choisi une archive sur le logement étudiant. Alors, comme on était en début d'année, rentrée, je me suis dit, c'est un sujet qui est encore, enfin, qui l'est plus trop, en fait, qui peut l'être pour certains étudiants. C'est le logement étudiant, qui est toujours un problème. Alors là, c'est un sujet de 72, mais en 2018, il est toujours très compliqué de trouver un logement. Allez, on va regarder comment ça se passait en 1972. Les étudiants sont rentrés. À Rennes, on en compte 24 000. Ils sont arrivés, les voici donc logés. Mais pour trouver le gîte d'une année, il aura fallu chercher, parfois très longtemps. Une adresse souvent utilisée, le Crous. Nous disposons de 4500 places en cité. Cette année, combien avez-vous eu de demandes? Nous avons eu le double de demandes, entre 8500 et 9000 demandes. Alors pour ceux qui ne sont pas logés en cité, tous les autres, il faut s'adresser chez des particuliers. Est-ce que vous leur offrez des chambres? Ils viennent au Crous car nous avons aussi le fichier du logement en ville. Il m'a semblé préférable de prendre une chambre en cité. D'abord pour une raison de prix. Enfin, il me semble que le prix d'une chambre en cité étant de 110 francs et pour aller en ville, il faut compter à peu près 150 francs minimum, ce qui est un argument de poids d'abord. Et ensuite, le fait d'une relative indépendance, de ne pas dépendre de famille, enfin de n'avoir pas à gêner des gens dans leur vie familiale. Ici, nous ne sommes qu'entre étudiants, nous voyons très peu de gens. Autre critique souvent entendue, les cités sont trop peu nombreuses. À Rennes, 4500 places et chaque année, 9000 demandes. Alors pour les autres, ceux qui ne remplissent pas les conditions exigées ou qui veulent tout simplement vivre en ville, c'est la course au logement. Comment avez-vous trouvé cet appartement? Par le journal, par le petit journal d'annonce. Alors j'ai fait la course pendant 5 semaines. J'allais à 8h30 tous les lundis matins. Il y avait une cinquantaine de personnes à faire la course avec moi. On se retrouvait quelquefois à 3 ou 4 devant la même porte. Et pratiquement, c'était toujours loué d'avance ou il y avait toutes sortes de choses. Et ici, dans votre appartement, qu'est-ce que vous avez comme pièces? Alors j'ai 2 pièces, 2 chambres, une cuisine et une salle d'eau. Et pour combien par mois? 47 000, tout compris. Les étudiants souhaitent un contrôle sur le prix des chambres en ville. Le Cercle catholique des étudiants rennais est actuellement le seul organisme à œuvrer en ce sens. Le CCER estime qu'aucune chambre ne devrait être louée plus de 200 francs par mois. L'AGEUR UNEF, la toute récente Association générale des étudiants des universités rennaises, proposera à la fin du mois un projet précis au conseil d'administration du Crous. Ceci pour mettre fin à certains abus. Qu'est-ce qu'ils sont sérieux, ces étudiants? Qu'est-ce que ça vous inspire, Christelle? Moi, je trouvais amusant de retrouver ces images avec des étudiants qui font déjà, comme vous le disiez, Catherine, un peu jeune adulte, voilà. Et puis vieux jeune. Voilà, vieux jeunes qui s'expriment, sont extrêmement sérieux. On le voit, l'étudiant à Beaulieu, là, sur le campus. Et puis revenir sur le fait que c'est effectivement un problème qui est toujours d'actualité, trouver un logement. À l'époque, il y avait l'association. Alors, on parle du Cercle catholique des étudiants rennais qui ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a l'UNEF aussi, le syndicat qui existait déjà, mais qui défend ses étudiants. Mais bon, il y a toujours cette difficulté et on voit le nombre d'étudiants qui croient, parce qu'on était à 24 000 à peu près dans ces années-là. Aujourd'hui, on est presque à 70 000 étudiants à Rennes. Donc c'est une ville étudiante par excellence qui a été primée je crois que c'est 2016-2017 comme la 2e ville capitale de l'Ouest pour faire ses études. Donc malgré tout, elle est appréciée par le monde étudiant.
Et avec raison. Et en plus, il y a tout ce qu'il faut pour se distraire, parce que les étudiants sont un petit peu moins sérieux aujourd'hui. Et puis une richesse à la fois universitaire, académique, parce qu'il y a des grandes écoles, que ce soit sur le site de Rennes 1, Rennes 2, enfin qui fusionnent maintenant, mais voilà. Donc il y a des... Ben voilà. C'est une ville, en tout cas, attrayante pour le monde étudiant. Globalement. Effectivement. On va maintenant évoquer ceux qui n'ont pas de problème de logement, ce sont les escargots, puisqu'ils ont leur maison sur le dos. Eh bien, notre ami Billy est parti à leur rencontre dans un élevage à Cornu. On le retrouve tout de suite. Billy, bonjour. Bonjour Laurence, bonjour Catherine, bonjour à tout le monde sur le plateau. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Jocelyne. Bonjour Jocelyne. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Alors ce matin, on va vous montrer quoi? On va vous montrer comment est-ce qu'on fait des petits escargots. Et oui, alors expliquez-nous Jocelyne, comment ça se passe pour faire un escargot pour arriver à cette taille-là? Là, il a quel âge lui? Alors celui-ci, il a à peu près 5 mois et demi, 6 mois. 5 mois et demi à peu près. D'accord. Et on fait combien de temps il faut pour faire un escargot de la naissance jusqu'à... Enfin, l'accouplement d'abord? Alors, de la naissance à l'escargot adulte, il faut entre 5 et 6 mois, suivant les conditions climatiques. D'accord. Ah oui, donc ça c'est rapide quand même, 6 mois. Oui, chez nous, dans les parcs, parce qu'ils ont toujours les conditions idéales, où on essaie de leur donner les conditions idéales en permanence. Chaleur, lumière et humidité. Chaleur, lumière, humidité, ok. Donc ça, c'est les paramètres qui font qu'on va pouvoir avoir des plus ou moins gros escargots, quoi. Voilà, oui. Ok, et alors les faces, ça se passe comment? Parce que là, ils sont tous jolis, tous beaux, mais alors ceux-là, on va bientôt les ramasser, puisque... un peu avant l'hiver, et on va les faire jeûner et les mettre en chambre froide pour l'hibernation. D'accord. Ah oui, donc chambre froide, donc on les fait hiberner et après on va les manger. Alors on les fait d'abord hiberner, oui, et ensuite on les prend au fur et à mesure qu'on a besoin pour les cuisiner et pour les vendre après. D'accord. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est l'accouplement. Alors là, c'est l'accouplement. Mais les escargots, s'il n'y a pas de mâle et de femelle, hein, c'est ça? Voilà, l'escargot est hermaphrodite, mâle et femelle, mais il ne peut pas s'autoféconder. Il doit s'accoupler. D'accord. Alors, on le sort de la chambre froide, d'abord, et ensuite, au printemps, on le met dans le local reproduction où on augmente les paramètres. Et comment vous faites un speed dating? Parce que là, il y en a combien, là, par exemple, là, sur toute la serre, là? Non, là, je vois hier, on a sélectionné les reproducteurs. Okay, je choisis qui je veux reproducteur, mais je sélectionne des reproducteurs. Il n'y a que ceux-là qui iront dans le local reproduction. Et alors, on choisit comment les reproducteurs? Alors, c'est moi qui choisis à peu près un escargot qui est beau, qui a une belle taille, qui est bien bordé. Parce que l'escargot est adulte quand il a le rebord, quand il est bien bordé. Je ne sais pas si on voit bien là, mais effectivement, on voit une petite pellicule ici. Un petit rebord. Un petit rebord, et ça veut dire que c'est un adulte? C'est un adulte. D'accord, donc là, ça veut dire qu'il il ne grossira pas. Et il ne grossira pas plus. On peut le laisser beaucoup plus longtemps dans les parcs, il ne grossira pas plus. D'accord. Et c'est quoi la coquille en fait? C'est du calcaire? C'est du calcaire, oui. C'est du calcaire, comme les œufs des poules, quoi? Oui. Ok, d'accord. D'ailleurs, les poules adorent manger. Vous pouvez piler des coquilles et les poules adorent manger les escargots. Les coquilles pilées, même l'escargot aussi, oui. Alors du coup, il s'accouple et après, il y a des petits œufs, c'est ça? Alors, il s'accouple pendant une dizaine d'heures. Il reste là, comme ça pendant une dizaine. On voit les petits œufs ici. Je ne sais pas si on voit bien. Là, les petits œufs blancs là, qui sont là, ils sont magnifiques. Hein. Alors, il reste accouplé donc une dizaine d'heures et ensuite, 3 semaines après l'accouplement, ils vont pondre ces petits œufs. Okay. Chaque escargot pond environ 100-120 œufs chacun. Ah oui, 100-120 œufs chacun. Chacun, puisqu'ils sont fécondés tous les deux. Ok. Et du coup, ils éclosent tous parce que là, 120 œufs chacun, ça doit faire une sacrée flopée. Hein. Oui, ils éclosent, 98% éclosent. D'accord, ok, ça marche. Oui. Bon, écoutez, je crois qu'on a bien compris comment ça se passait au niveau de la reproduction des petits escargots. Tout à l'heure, on va vous montrer comment est-ce que... parce qu'on va les manger quand même. Hein. Eh oui, donc tout à l'heure, on va vous montrer comment on va les manger. Allez, tout à l'heure. 120 œufs, quand même. C'est la méthode globale, ça. Oui, c'est ça. Catherine Pancol, peut-être que les escargots vont vous inspirer pour un nouveau titre flamboyant. Laisse tomber les animaux. Vous arrêtez les animaux, c'est fini. Comment vous êtes devenu écrivain? Dites-nous tout. Par hasard. Non, mais vraiment par hasard, oui. Vous étiez journaliste chez Cosmopolitan? Moi, tout ce qui m'est arrivé d'important dans ma vie est arrivé par hasard. Ouais. Donc maintenant, dès qu'il y a un truc par hasard, j'y vais. J'étais journaliste, j'avais commencé à Match. Par hasard. Et après, je suis rentrée à Cosmopolitan et un jour, j'ai reçu... Et on faisait des très longs articles à Cosmo. On faisait des articles de 15 feuillets sur des sujets totalement imbéciles. Pourquoi ils ne rappellent pas? Je vis avec un radin. Enfin, des trucs vraiment... Rien n'a changé, en fait. Rien n'a changé, c'est ça. Donc, il fallait vraiment se creuser la tête parce que 15 feuillets, c'est beaucoup. Oui, quand même. Sacrée imagination. Donc, il fallait vraiment bien écrire. Il fallait alpaguer la lectrice tout de suite et qu'elle ne lâche plus pour arriver jusqu'à la fin de l'article. Et un jour, j'ai reçu un coup de fil de Robert Laffont, qui était un éditeur que moi j'admirais beaucoup parce que c'est le premier qui a traduit tous les livres américains. Tous les romanciers américains ont été repérés par Robert Laffont en France et traduits. Et donc,
Moi, j'avais une culture bilingue, anglais-français, et donc, quand j'ai vu débarquer Salinger, Jim Harrison à l'époque, tout ça, à chaque fois, je remerciais Robert Laffont. Donc, quand je l'ai eu au téléphone et qu'il m'a dit « Bonjour, je lis vos articles, j'adore, écrivez-moi un roman », d'abord, j'ai cru que c'était une plaisanterie. Et puis après, non, le type, il a rappelé. Et puis, au bout de 6 mois... Pourquoi il ne rappelle pas? C'était le Non, pas du tout. Ah non, parce que c'est pas des... Non. Non, parce que lui, il rappelait tout le temps. Et au bout de 6 mois, je suis partie en vacances avec ma machine à écrire. Il n'y a pas d'ordinateur à l'époque. Et j'ai écrit le début de ce qui allait être Moi d'abord. Mais j'ai écrit ça comme un article. Donc, oui, parce que j'avais dit, mais moi, de quoi je vais parler? J'avais 24 ans à l'époque. J'ai dit... Bon, à part à parler de la méthode globale et de la méthode syllabique. Il m'a dit, racontez-moi votre vie, je suis sûre que vous avez une vie intéressante. En fait, c'est vrai que j'avais une vie assez intéressante, assez mouvementée. Et donc, d'abord, c'est très, très autobiographique. Je lui ai rapporté 15 feuillets et il a sauté au plafond en disant, je vous signe un contrat tout de suite. Et là, tout d'un coup, j'étais suspicieuse. Je me suis dit, mais si je finis pas? Et donc, je lui ai dit non encore. Je crois que c'est l'homme à qui j'ai dit le plus souvent non dans ma vie. Et puis finalement, j'ai pris un an de congé sans solde parce qu'il faut vraiment faire que ça quand on écrit, je pense. Et j'ai écrit, moi d'abord, pensant que j'allais en vendre 3000. Vous voyez, je me disais, sur les lectrices de Cosmo, il va bien y en avoir 3000 qui vont me lire. Et j'en ai vendu 300 000. Donc ça a changé ma vie. Quand même. Voilà. Et puis après, le deuxième livre, ça a été à cause des impôts. Parce qu'évidemment, moi, j'étais partie... C'est là où je suis partie vivre à New York. Parce qu'on gagne quand même beaucoup d'argent quand on vend 300 000. Et mon rêve, c'était d'aller vivre à New York. Donc je suis arrivée à New York, j'ai loué un appartement, j'ai fait des voyages, j'ai fait la fête tous les soirs. Et un an après, on m'a dit, l'éditeur... Alors finalement, je n'étais pas allée chez Robert Laffont, j'étais allée au Seuil. Parce que j'avais un copain qui travaillait au Seuil, qui m'a dit, c'est beaucoup plus sérieux, donc j'étais allée au Seuil. Et là, on m'a dit, il faut écrire un deuxième livre. J'ai dit, non, moi je voulais partir en Argentine. Moi, mon truc, c'était de voyager. Et il m'a dit, mais non, tu peux pas parce que tu as les impôts qui arrivent. Et je n'avais pas du tout calculé les impôts, moi. Et on m'a dit, si tu nous écris un deuxième livre, on te paye tes impôts. Et là, je ne pouvais pas payer. De toute façon, j'avais trop dépensé d'argent. Donc j'ai écrit un deuxième livre. Et puis voilà, puis après... et puis tout s'est enchaîné. Le problème des impôts, c'est ça, c'est que vous êtes entraîné dans un truc... c'est sans fin, c'est tous les ans. Hein, voilà. Ça, alors, non, mais au bout du 4e, j'avais compris le système des impôts et je mettais de l'argent de côté. Ça. Mais jusqu'au 4e, j'ai vraiment... je courais après ma feuille d'impôt. Donc, le dernier, 3 baisers, c'est aussi à cause des impôts, vous allez nous dire ça? Non, mais ça, j'ai compris. Non, j'ai compris. Mais vous savez, quand vous gagnez rien du tout et que tout d'un coup, vous vous mettez à gagner beaucoup d'argent, oui, il ça faut fait vous bizarre. adapter dans la tête. On imagine. Alors, 3 baisers. Qu'est-ce qu'il a de commun avec les autres? C'est la fin de la saga... des crocodiles, tortues, écureuils et muchachas. C'est-à-dire que maintenant j'ai 41 personnages. Enfin, oui, j'ai 41 c'est assez incroyable, c'est une grande famille, quoi. Ah oui, c'est... Et alors vous êtes très sympa parce que vous nous mettez un petit lexique où vous nous rappelez un peu qui est qui, parce que là, dans l'arbre généalogique, on a un peu de mal à s'y retrouver. Mais là, c'est vraiment chouette. Toute la famille est rappelée, etc. Les familles, oui, effectivement. Qu'est-ce que vous vouliez montrer dans ce livre? Pourquoi vous avez choisi de faire des baisers le fil rouge de ce roman? Alors ça, c'est l'histoire des titres. Vous savez, les titres, j'ai toujours un titre de travail sur lequel j'écris, le livre en train de s'écrire. Et puis, à un moment dans le livre, j'ai un titre qui c'est comme si ma tête était une boîte à lettres et on me glisse une enveloppe dedans et j'ouvre et il y a le titre. C'est drôle parce que les yeux jaunes des crocodiles, c'était pas évident comme titre. Mais moi, il était tombé dans ma tête et je me disais, c'est bien, c'est rigolo. Après, la valse lente des tortues, c'est pas des trucs que je prévois. Autant... Pour ces livres, je suis obligée quand même de faire un petit plan et d'avoir tous les gens en tête. Mais les titres, à chaque fois, je m'amuse quand je trouve des titres. Hein. Les hommes cruels ne courent pas les rues. C'était pas évident non plus, vous voyez. Ou c'est des trucs que j'attrape dans une conversation, ça me fait rire, vous voyez. Donc là, vous avez déroulé la plotte, en gros. Alors là, 3 baisers, ça n'a rien à voir. Oui, voilà. oui, 3 baisers, c'est parce qu'il y a un petit garçon et une petite fille qui s'embrassent. C'est vrai que le premier baiser, c'est génial, quoi. Parce que le premier baiser, tout d'un coup, on se dit qu'il y a un continent très sympa qui est en train d'apparaître et on va aller le visiter. Et c'est l'histoire du... Et après, je reprends le thème avec plusieurs personnages. Ouais. Alors, c'est Alfred de Musset qui dit partons dans un baiser pour un monde inconnu. On peut dire que ce livre est un voyage? Vous qui aimez tant voyager, c'est ça? C'est vrai. Vous nous embarquez à chaque fois? J'essaye. Vous n'avez pas peur qu'un jour le succès, ça s'arrête? Mais alors, toujours pareil, moi, je vis comme si... Je fais pas du tout... Non, mais ça a l'air idiot, parce que ça fait un moment que ça dure, mais je fais aucun plan de carrière. J'ai toujours fait ce qui m'intéressait, ce qui m'amuse.
Et je ne fais pas de plan de carrière, mais les choses me sont toujours arrivées par hasard, donc moi je continue. Donc si ça s'arrête, ça veut dire que je ferai autre chose de passionnant aussi. Hein. De toute façon, je continuerai toujours à lire et je continuerai toujours à écrire. Maintenant, oui, ça pourrait s'arrêter, mais bon, ça veut dire qu'il y a autre chose encore mieux qui arriverait. Et votre imagination, ça m'étonnerait qu'elle s'arrête. De toute façon, vous restez avec nous, Catherine Pancol, tout au long de cette émission. On vous retrouvera dans quelques instants. On en connaît un autre qui a beaucoup d'imagination. Il est juste en face de vous. Il s'appelle Jean-Marie Olivier. Bonjour. Bonjour. Avec vous, on va faire entrer la fiction dans la réalité. Vous donnez vie à des robots. Nestor, par exemple, vous êtes venu avec une réplique miniature à côté de vous, là. Présentez-nous un petit peu. Le vrai Nestor, dites-moi, il est beaucoup plus grand, en fait. Alors, j'ai pas pu venir avec le vrai Nestor, parce que le vrai Nestor, il pèse 1,5 tonne et j'étais pas sûr que le plancher du studio supporte le poids. Ouais. Donc, je suis venu avec une réplique, effectivement, qui fait à peu près 10 fois... Enfin, il est 10 fois plus petit, quoi. Alors vous êtes ingénieur, Nestor c'est un garçon, un génie aussi, un ingénieur génial. Nestor c'est un garçon de café et avant cela, alors, et vous allez nous raconter l'histoire quand même, il œuvrait dans l'industrie automobile. Qu'est-ce qu'il faisait exactement? Alors Nestor, il est né en 98 et il a été embauché dans les usines PSA à Rennes. Et son travail c'était de coller des pare-brises sur les voitures neuves et il faisait ça jour et nuit. J'ai calculé l'autre jour, il a fait ça pendant 20 ans sans s'arrêter. Ouais. Et au bout d'un moment, il commençait à vieillir et il a été remplacé par un jeune. Et c'est triste. À ce moment-là... Vous savez que vous inspirez un titre là, déjà à Catherine Pancol, là, c'est sûr. Non mais c'est vrai, c'est une histoire géniale. Ah bah oui, c'est une belle... Surtout, attendez la fin. On n'est pas au bout, vous allez voir. Et donc ce robot d'1,5 tonne, je rappelle, allait partir à la casse et je supporte pas de voir les choses partir à la casse. Donc je les récupère. Et je les amène à la maison, dans, j'allais dire mon garage, mais un grand garage. Et je les détourne. Et donc Nestor est devenu barman. Bon, alors justement, aujourd'hui, il va de festival en festival. Il sera demain et samedi à Chartres de Bretagne. Alors, il y a quelques mois, il était à Tréguier, dans les Côtes-d'Armor. On va regarder tout de suite. Lui, c'est Jean-Marie, un ingénieur de Penvénan. Et on peut le dire depuis longtemps, la mécanique, c'est son dada. En fin de compte, ça remonte à mon enfance. Où j'ai grandi à la ferme, et à la ferme, il y avait tout un tas de machines agricoles. Et je passais mon temps à regarder comment fonctionnaient les machines. Et puis, parfois, j'en fabriquais aussi des petites machines, des petits mécanismes. Voilà 5 ans, il apprend qu'un robot de l'industrie automobile va finir à la casse. Il l'adopte aussitôt, le baptise Nestor, et lui promet tout simplement une retraite de barman. Et aujourd'hui, les voilà tous les deux assurant le spectacle à une cadence soutenue, d'un demi sans mousse, toutes les 31 secondes, bluffant. C'est sympa, c'est très sympa. Ouais, c'est un peu long, mais franchement, c'est sympa. Et la précision des verres, c'est impressionnant. Ouais. C'est un pied de nez un peu à l'industrie qui est détournée dans une démarche artistique et au sein d'une brasserie artisanale. Un spectacle effectivement pour le moins surprenant qui interpelle le public, mais aussi tous ceux qui ont pris une part active dans sa mise en œuvre. Savoir que Nestor, le robot, a lui-même été viré d'une usine parce qu'il n'était pas assez performant et assez rapide et qu'il allait se retrouver à la benne à ordures et que c'est là que Jean-Marie l'a récupéré et qu'il lui donne une seconde vie. Jean-Marie dit une retraite à servir des bières et du cidre dans les fêtes. Nous, ça nous amuse. Un monsieur m'a dit l'autre jour, mais à qui je vais raconter mes problèmes maintenant en s'adressant au robot. Et je trouve ça très intéressant parce que ça montre l'importance du bistrot du village, vous voyez, ces choses-là. Et ça m'intéresse qu'il y ait cette réflexion autour du spectacle. Jean-Marie n'est pas peu fier de son préposé au demi sans faux col. Il espère avec lui faire couler quelques fûts partout où on le demandera. Nestor, le robot, en est d'ailleurs presque devenu humain. Il lui arrive, comme nous, de ne pas être toujours parfait. Fabuleux. Jean-Marie Olivier, alors vous travaillez sur d'autres robots en ce moment, notamment un robot capable de réaliser des galettes. Incroyable. Tout à fait. Donc c'est un projet qui est en cours. Donc je suis dans la phase de travail dans mon atelier où je suis en train d'apprendre à un autre robot ce geste d'étaler la pâte sur la galetière, de facile, retourner. Hein. C'est pas facile, mais j'aime bien quand ça me résiste, quand c'est compliqué. Donc, on est en train d'attaquer la phase du retournement et le but, c'est d'aller jusqu'à faire une galette saucisse, de rouler la saucisse et tout. Alors, vous intriguez beaucoup, Catherine Pancol. Oui, je voudrais savoir comment on apprend à faire une galette. Un robot. Comment vous lui apprenez Alors, comment on fait pour dire apprendre, enfin, vous mettez
dans un système, dans un circuit, avec des puces, avec quoi? C'est ça, c'est des lignes de programmation. Mais la toute première étape, c'est de savoir le faire déjà à la main, sans parler de robot. Après, en fin de compte, le robot, c'est comme un bras articulé qui a 6 axes, c'est-à-dire qu'il tourne selon 6 axes. Okay. Il y en a comme ça 6 jusqu'au bout, si bien qu'il peut agir dans l'espace, dans une enveloppe jusqu'à 2 mètres, enfin la longueur de son bras en fait, et avec une précision au dixième de millimètre. Ça veut dire que dès lors qu'on lui met, et finalement il peut tout faire. Wow. C'est classe. Alors demain et samedi, Nestor sera de service à Chartres de Bretagne dans le cadre du festival J'agis pour ma planète. C'est un festival dédié à l'environnement et au développement durable. C'était une évidence pour vous de vous retrouver sur un tel événement? Parce que tout à fait. Ça fait partie de vos convictions, on imagine, recycler comme ça les robots, les objets. Ça a du sens à double titre. Ce festival qui aura lieu demain et après-demain à Chartres. Déjà, sur l'aspect développement durable, en fait, je récupère les choses là où elles devraient aller à la casse et donc dans un circuit de recyclage. Je récupère tout ça. Par exemple, je ne peux pas aller à la déchetterie parce que si je vais avec un objet, je reviens avec 10. Donc, c'est plus possible. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis aussi, c'est rigolo d'aller à Chartres, parce que Chartres, c'est là où est l'usine La Janelle, d'où vient le robot. Ouais. Donc il a servi pendant 20 ans à construire des voitures, et dans ce même village, il va se retrouver à servir des limonades et des bières demain et après-demain. Et il ne boit pas. Et il ne boit pas, non, pas encore. Voilà, c'est une merveilleuse histoire. Alors on vous retrouve avec un immense plaisir demain et samedi avec Nestor à Chartres de Bretagne dans ce festival J'agis pour ma planète. Au programme, il y aura des conférences, des films, des expos, des spectacles. Notez que l'animateur Frédéric Courant sera au rendez-vous lui aussi. Et puis on retrouve toutes les infos sur le site de la ville de Chartres de Bretagne, www. etc. Il doit s'afficher sur votre écran, ville-chartresdebretagne.fr. Et voilà, on a tout dit. Jean-Marie Olivier, vous disiez c'est la fin de la première mi-temps. C'est ça, c'est exactement ça. C'est la fin de la première mi-temps. On va tout de suite retrouver Catherine Bossard pour son petit débrief à mi-chemin. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez retenu, ma chère? Petite inquiétude, quand vous dites « il boit pas encore », vous n'allez pas faire des robots qui boivent quand même. Qu'il nous reste ça. C'est la suite de l'histoire. On va voir, prochaine étape. Et alors, les escargots, c'est quand même fascinant. Laurence, vous aurez remarqué, 10 heures de reproduction. 10 heures d'accouplement. Ouais, c'est dingue, hein. Elle va s'en remettre, ça va. Non, juste imagine. Et 122 chacun. Alors ça, c'est beau. Ça, c'est beau, par contre. Ça, égalité, tout le monde s'occupe, tout le monde... hop. Non, c'est beau, c'est fort. J'ai hâte de voir la suite parce que ça va être intéressant. Nous aussi. Justement, la suite, elle arrive dans très peu de temps. Nous, on vous annonce qu'à suivre, il y aura la rubrique juridique de Maître Geoffroy et Monet sur les droits de succession et puis l'agenda culturel de Sabine Marie-Murg. Allez, puisqu'on n'en peut plus d'attendre, on va retrouver tout de suite. Oui, comptez, 120. L'ami Billy. Bonjour Billy. Où en êtes-vous avec vos escargots? Et oui, effectivement, nous sommes de retour ici avec nos petits escargots. Alors moi, j'en ai adopté 2, Jocelyne. C'est Laurence et Catherine. D'accord? Parce que ce sont... Alors du coup, une fois qu'on les a vus grandir, ils ont 6 mois, et à un moment donné, comment on fait? On enlève chaque escargot à la main, c'est ça? Oui. Alors, on les amène par derrière ici. On prend l'escargot. On prend le filet rouge que vous avez vu dans la chambre froide, on le plonge dans l'eau bouillante, le filet entier, et ensuite on sort l'escargot un par un à la main. Et il y en avait combien, par exemple, tout à l'heure, là, dans la serre où on était, là? En tout, on récolte environ, plus ou moins, dans les 200 000 escargots. Ah oui, 200 000 escargots. Donc ça veut dire que sur les 200 000, chacun un par un, tu les as enlevés? Voilà, tous un par un, sont tous décoquillés à la main, un par un. Ensuite, je lave les coquilles, vous voyez, ici. Je courbouillonne mes chairs. Et ensuite, pendant que les chairs sont en train de courbouillonner, sont en train de cuire, je prépare ma farce. Beurre, ail, échalote, persil. Un petit peu de beurre aillé sur les escargots. Voilà, on remet chaque escargot dans sa coquille. Et ensuite, on ferme avec le beurre persillé. D'accord, donc tout est artisanal. Tout est artisanal. Et ça existe les machines pour enlever les... Non. Ça n'existe pas, quoi. Si vous en trouvez une... C'est ça, c'est un métier qui est rare au final, parce que vous expliquez que toutes les cages, tout ça, c'est votre mari qui avait fait tout ça, parce qu'on ne peut pas trouver ça dans le commerce. Voilà, exactement. Non, on ne trouve pas de cage à escargot, on ne trouve pas... tout est fait, à la main. En plus, que je vais avoir une main magnifique, parce que la bave d'escargot, c'est très bon. Voilà, le mucus, c'est très sain. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on a appris pas mal de petites choses ce matin avec nos petits escargots. Les filles, je vous les ramène en plateau, et puis
on pourra peut-être les manger ou on va les garder? On va les garder, ils vont faire des bébés. Oui, allez, à bientôt. À bientôt, Billy. Voilà une nouvelle idée pour l'ami Jean-Marie Olivier qui va devoir inventer une nouvelle machine pour désencoquiller les escargots, peut-être. Et puis alors, on revient au 122. Eh ben, ça va vous faire du boulot, Geoffroy, pour les droits de succession, je ne vous raconte pas. Alors, avec vous, on va donc aborder cette question sensible malgré tout et très, très sérieuse, mine de rien. Pourquoi ce sujet est-il si sensible, justement? Parce que beaucoup de gens, la plupart des gens n'aiment pas payer des droits de succession. La plupart des gens sont contre les droits de succession. C'est comme les impôts, en fait. Ouais, personne n'aime. Alors, je crois que Catherine Pancol était fâchée avec les impôts dans ses jeunes années. Donc, c'est important que vous suiviez bien le petit exposé. Alors, tout d'abord, comment ça se calcule, les droits de succession? C'est très simple. C'est très simple. Ouais. D'abord, on détermine un périmètre du patrimoine de la personne qui est décédée. Ensuite, on l'applique au nombre d'héritiers avec la règle successorale. S'il y a 2 enfants, c'est moitié chacun. Et ensuite, une fois que l'héritage est bien identifié, il y a une partie de l'héritage qui est gratuite, d'une certaine façon, gratuite. C'est ce qu'on appelle l'abattement fiscal. Jusqu'à un certain seuil, on ne paie pas d'impôt. L'héritier n'en paie pas. Et au-dessus du seuil, il y a un impôt à payer qui est en fonction d'un barème fiscal. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple pour être très concret pour nos téléspectateurs? Oui, des exemples très simples. Si vous êtes enfant unique et que vous héritez de votre père avait par exemple 200 000 € de patrimoine, vous aurez donc jusqu'à un premier seuil, un héritage gratuit jusqu'à 100 000 € en France par enfant. Et au-delà des 100 000 €, la deuxième centaine de milliers d'euros sera taxée. En gros, pour un cas comme ça, environ à 20%. Donc il y aura environ 20 000 € d'impôts de succession, donc de droits de succession. Et si c'est votre mère, c'est pareil? Oui, c'est pareil. Alors, je vais donner un autre exemple, par exemple. Je vais donner un exemple féminin pour que tout le monde parce soit qu'attention, bien... là, vous êtes quand même entouré. Alors, un exemple féminin, si vous héritez de votre sœur. Ça, c'est plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué. C'est surtout un peu plus défavorable. Vous héritez de votre sœur qui n'avait pas d'enfant, même montant, 200 000 €. Les règles sont différentes. L'État qui vous donnait 100 000 € de gratuité réduit à 15 000, donc c'est déjà moins généreux. Et au-delà des 15 000 €, on est taxé à 2 tranches qui sont à 35 et 45%. Résultat des courses, impôts dus, environ 80 000 €. Donc sur 200 000 € à recevoir, il n'en reste déjà plus qu'à peu près 120 000 lorsqu'on est entre frères et sœurs. C'est un exemple assez marquant par rapport à l'héritage parent-enfant. On voit bien la différence, 20 000 € d'un côté, 80 000 de l'autre. Et un delta. Comment se justifie cet impôt? On ne peut pas. Donc, Catherine, vous, on a compris, vous ne pouvez pas justifier ça. Question suivante. Non, c'est assez intéressant parce qu'en fait, l'équilibre qu'un État essaie de trouver sur cette question, ça résulte souvent de 2 types d'arguments. Il y a un peu le pour et le contre. Les gens qui sont contre vous disent souvent que c'est contre-productif puisque ça n'incite pas les gens à faire fructifier un patrimoine, à essayer d'accumuler des richesses, à transmettre à leurs enfants, puisqu'ils vont être découragés par l'impôt. Et puis, c'est déjà un patrimoine qui a été taxé. Si vous avez acheté une maison, vous l'avez acheté avec des revenus que vous avez qui ont déjà supporté l'impôt. Vous payez une taxe foncière sur cette maison. Et puis, un jour, on vous fait repayer pour transmettre la maison à votre enfant. Donc, on peut considérer que c'est excessif s'il y a trop d'impôts. Mais dans le même temps, ne pas en mettre du tout, d'une certaine façon, ça n'incite pas non plus... je ne sais pas comment vous expliquer, mais... Ça va être dur. Vous allez ramer. Non, c'est une fonction sociale, d'une certaine façon, c'est d'essayer de faire partir les gens au même niveau. C'est-à-dire que ça creuse les inégalités, si on voit ça sous un autre angle, d'avoir des gens qui partent avec un héritage de naissance. Ça va les aider, ça ne va pas les pousser à créer des richesses. Et donc, d'une certaine façon, c'est un nivellement qui peut s'entendre. Après, c'est intéressant de se comparer avec les autres pays pour voir un peu ce que les autres font. Alors, du coup, ailleurs, ça se passe comment ? Du coup, la France, on est, comme souvent, un pays assez taxé. Ça, c'est clairement la réalité des choses. Mais il y a des tranches qui sont assez impressionnantes, effectivement, les tranches hautes. Si on reste dans des tranches plus raisonnables, l'exemple que je donnais tout à l'heure, il faut quand même savoir que la plupart des gens ne paient pas d'impôt lors d'un héritage. Au moins 8 successions sur 10 ne donnent pas lieu à impôt. Mais c'est vrai qu'à partir d'un certain seuil, c'est élevé. Alors les pays qui, par exemple, il y en a beaucoup aujourd'hui, ne paient plus d'impôt. En Europe, il y en a. Le Portugal, la Suède, pas d'impôt de succession. L'Italie, 4%, je crois, donc très faible. Et puis en dehors de l'Europe, la Russie, le Canada, pas d'impôt de succession. Donc on est vraiment dans les pays quand même les plus
taxé, mais dans la réalité des faits, la plupart des familles, heureusement, en paient soit pas du tout, soit très peu. D'accord. Voilà. Bon, nous voilà rassurés. Est-ce qu'il n'est pas opportun de finalement donner, avant de partir, déjà oui, c'est vrai que c'est un sujet qu'on avait déjà d'ailleurs abordé dans l'émission. L'État incite à donner de son vivant pour essayer de moins payer plus tard. Donc, il vaut mieux payer un petit peu au fil de l'eau plutôt qu'un gros montant plus tard. D'où l'anticipation successorale à voir avec son notaire. D'où l'intérêt d'aller voir son notaire. Voilà, merci Maître Emonet. Ça va Catherine, vous avez survécu à cette chronique? Tout va bien, difficilement quand même. Alors on parlait des femmes justement. Vous, 3 baisers, mais les femmes à l'honneur, hein, bien entendu. Catherine Pancol, vous faites partie des 88 stars qui se sont mobilisées ce week-end dans une tribune qui est parue dans le journal du dimanche. Pourquoi ça vous paraissait essentiel de vous engager de cette façon-là? Parce que je pense que c'est urgent. Je pense que c'est... tous les 3 jours, il y a une femme qui meurt sur les coups de son compagnon. C'est énorme, on ne se rend pas compte. Mais c'est pour ça que j'ai trouvé que Muriel Robin, c'est très très bien ce qu'elle a fait. Et moi, quand elle m'appelait en disant il faut signer, il ne faut pas signer, moi j'ai signé tout de suite. Je n'ai même pas réfléchi une demi-seconde. Parce qu'on finit par s'habituer au ronron des chiffres. Enfin, pour les 3 jours, ça devient abstrait. Vous voyez, moi, je suis allée faire une campagne en Bolivie pour défendre les femmes battues. Là-bas, en Bolivie, Chili, Brésil, Argentine, c'est toutes les 18 heures. Vous savez, c'est énorme. Donc, je pense que c'est les femmes et les enfants, parce qu'ils sont plus faibles, qu'on ne peut pas se défendre, sont des proies faciles. Moi, ce que je raconte dans Muchachas, qui est donc l'histoire d'une femme battue, c'est parce que je l'ai vécu en direct. J'ai vu un homme massacrer sa femme devant 2 petits garçons de 6-8 ans. La femme était enceinte. Et quand j'ai voulu intervenir, le mec, il n'était pas balèze du tout. Il était petit, il me paraissait petit, maigrichon. Mais la poigne, enfin, je sais pas, il m'a attrapé, il m'a jeté contre le mur. Mais tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est une inégalité physique. Et là, pour le coup, je trouve ça injuste, quoi. Je trouve que cette histoire m'a énormément marquée. Et depuis, je me suis engagée. Je travaille avec une association qui s'appelle Women Safe, qui recueille des femmes battues, qui recueille les femmes battues avec leurs enfants. Parce que c'est ça le gros problème, c'est que quand on parle d'une femme, on me signale un cas, qu'est-ce que je peux faire? Alors je me suis fait des amis dans la police, assistante sociale, parce qu'il faut un réseau, parce que moi je ne vais pas les recueillir à la maison toutes, hein, et on les protège pendant 3 semaines, 1 mois, avec leurs enfants dans une maison. Mais après, c'est des femmes qui souvent ont tellement peu d'estime pour elles, qu'elles ne travaillent pas, elles ne sont pas capables de partir. Et puis il faut complètement les reconstruire psychologiquement. Elles pensent qu'elles sont nulles, elles pensent que c'est de leur faute, elles pensent qu'elles le méritent. Non, mais on rentre dans des raisonnements, on se dit mais c'est pas possible. Et en plus tout ça m'est arrivé aussi par hasard, parce que j'aurais pas été dans ce café à ce moment-là, et j'aurais pas eu ce fait divers sous mes yeux. C'était des chiffres que j'entendais, parce que ça fait longtemps qu'on entend ces chiffres, et je me disais, mais c'est horrible, c'est horrible. Mais vous savez, passer d'une généralité à une réalité, on a envie de s'engager. Enfin, je ne vois pas comment j'aurais pu faire autrement. Bah, écoutez, bravo à vous pour votre engagement. Pas bravo du tout, parce que non, je pense que tout le monde, là, sur le comment on dit, j'ai oublié les mots, du coup, sur le plateau, aurait fait pareil. Vous êtes obligés de faire quelque chose. Et puis les enfants, je regardais les 2 petits garçons, je me disais, ils vont croire que c'est comme ça qu'on parle aux femmes, vous voyez. On leur tape dessus. Voilà, je me suis un peu emportée. Mais mais au contraire, vous avez laissé parler votre cœur et c'est bien normal. On va retrouver maintenant une autre femme qui est avec nous, Sabine Marie-Mur, qui nous a rejoint. Bonjour Sabine. Bonjour. Alors vous allez nous présenter les jolies aventures culturelles qui nous attendent pour ce week-end. Pour ce week-end, voilà. On commence par quoi? Par le Morbihan? On commence par le Morbihan. 6 acrobates au cœur tendre font chavirer le public. Alors voilà, c'est Somos. Somos en espagnol, bien évidemment, vous devez savoir. Nous sommes c'est la compagnie El Nucleo et leur spectacle donc Somos, qui veut dire nous sommes. Nous sommes donc ensemble et individuellement, à la fois nombreux et seuls. Et c'est une évidence, évidemment, Laurence. Mais ces circassiens, dont les fondateurs Wilmer Marquez et Edward Allemand sont originaires de Bogota, ils sortent des quartiers de Bogota, et ils ont une démarche vraiment originale. Ils transposent en fait la langue des signes en langage acrobatique. C'est peut-être une autre méthode globale, justement. Pour eux, le monde serait peut-être meilleur si tout le monde parlait la langue des signes. Imaginez une émission langage des signes uniquement. Et pourquoi pas? Et la solidarité est donc le maître mot de ce spectacle à la frontière du cirque et de la danse. Voici un extrait de Somos.
C'est très très beau. C'est superbe. Hein. Prouesse. Alors on peut les voir, c'est du cirque sans parole dès 7 ans. Rendez-vous samedi à 20h30 au centre Athéna à Auray. Alors, dans les Côtes d'Armor, il y a une troupe de théâtre bilingue qui partage une aventure collective et dont vous vouliez nous parler également. Oui, alors il s'agit aussi d'un spectacle très joyeux. Les comédiens du Charity Shop de Jugon-les-Lacs présentent Les illusions de l'amour. C'est une comédie alternant entre drame et chanson. L'histoire se passe en 68 entre un propriétaire de casino et une reine à la mode. Je ne vous en dirai pas plus. Les scènes sont jouées donc tantôt en anglais, tantôt en français. Et si on est nul en anglais, on fait comment? Eh bien, rassurez-vous, ça sera sous-titré, des écrans sur écran. Et le metteur en scène Georges Daly, professionnel, a aussi composé les chansons. C'est un spectacle intergénérationnel, joué par des comédiens de 10 à 75 ans, à la fois très construits et bon enfant. On sent leur plaisir, leur bonheur de jouer ensemble. Et La Nuit des Rois de Shakespeare, revisitée par cette troupe, promet donc des moments très drôles. Non seulement ils partagent la langue française et anglaise, mais aussi la cuisine, des crêpes, des cakes. Enfin, c'est très, très sympathique. Donc, je vous invite à y aller. Lever des rideaux demain dès 20h, 3 représentations jusqu'à dimanche. Bon, alors, puisqu'on parlait de cuisine, autre rendez-vous demain pour les gastronomes à Brest et dans les communes alentours. Alors, c'est un festival qui s'appelle La Béquée, mais ça n'a rien de culinaire. C'est en fait, il s'agit de danse contemporaine et ça se passe dans plusieurs communes autour de Brest, du 28 septembre au 13 octobre. Donc, festival européen de danse contemporaine et vous pourrez déguster des spectacles, des performances, des expositions. Alors, sur scène ou dans la rue, c'est ouvert aussi. Les artistes déploient leurs dernières créations. Il y a par exemple la chorégraphe trapéziste bretonne Chloé Moglia. Aussi une troupe de la Côte d'Ivoire, Tapis Rouge, de la compagnie Latitude Pro. Des performances aussi comme celle hors du commun d'Olivier Sagazan, qui en fait sculpte de l'argile en direct sur sa tête. Alors il change d'identité sur scène, oui c'est assez très impressionnant. Et en fait il passe de l'homme à l'animal, tout un rituel entre la danse et la transe, c'est assez étonnant. Et il y a aussi la chorégraphe irlandaise Ona Doherty qui elle surprend les passants dans la rue. Elle se jette sur les gens, c'est pas du tout agressif, ne vous inquiétez pas. Mais en fait elle dégage tous les stéréotypes de la jeunesse européenne. C'est assez étonnant aussi, beaucoup de choses original. Donc à voir jusqu'au 13 octobre à Brest et aux alentours. Ça donne envie de découvrir. Et puis à Saint-Malo déferle une nouvelle vague musicale. Voilà, qui s'appelle donc Baiser volé, un petit peu de douceur dans ce monde de brut. C'est un festival. C'est un festival, qui est... en fait, ce sont deux associations qui ont ouvert une nouvelle salle, qui s'appelle La Nouvelle Vague, dans laquelle, en fait, ils proposent des tas de spectacles, donc de 16 concerts au programme, un casting de choix. Qui devrait vous parler, Laurence? Vient Eddie de Préto. Ah, notre chère Eddie. C'était un très bon moment quand on l'avait reçu. Ouais. Très sympathique. À l'affiche aussi Clara Luciani, pépite pop féministe, et aussi Jeanne Hadid, un coup de cœur. Vous connaissez sûrement aussi. Jeanne Hadid, magnifique. Très belle voix. Une voix extraordinaire. Je vous propose de l'écouter tout de suite dans cet extrait. You feel my anger radiate, my brutality disseminate, still feels empty around me, but now I can bear the vacancy. Splendide. Une fois magnifique. Vraiment. Alors, donc, coup d'envoi demain à 20h dans la nouvelle salle de concert La Nouvelle Vague à Saint-Malo. Merci beaucoup, Sabine. Et puis nous, on rappelle que depuis dimanche se tient la nouvelle édition de la semaine littéraire aux termes marins de Saint-Malo. Vous êtes là dans ce cadre-là, Catherine Pancol. Ça se termine demain. Vous faites partie des 4 auteurs de renom invités dans ce cadre. Et justement, on vous signale une rencontre avec l'auteur Agnès Martin-Lugan de 18h30 à 19h30 ce soir, suivie d'une dédicace. Et puis demain, vendredi, une rencontre avec David Fonkinos, toujours de 18h30 à 19h30 au Grand Hôtel des Termes Marins de Saint-Malo. Voilà. Eh bien, c'est maintenant l'heure du débriefing de cette émission. Déjà, c'est passé tellement vite. Elle arrive. Oula. Ébouriffant, les titres, on l'avait dit, c'est ça? Ébouriffant. J'ai pas eu le temps de me coiffer ce matin. Je suis mis un peu... Bonjour Catherine. Bonjour tout le monde. Voilà, je voulais juste dire qu'on avait des petits parcours similaires, donc c'était sympa aussi de parler de ça. Moi aussi, j'ai fait l'école à la maison. Mes parents étaient beaucoup moins consciencieux, pardon. Ils m'ont appris le b.a.-ba, mais par contre, ils m'ont pas appris les autres syllabes.
Mais après, je me suis rattrapée. J'ai eu un prof de maths qui s'appelait Geoffroy et Monet. Et on était un Geoffroy, on était carré en maths. Si je reçois 130 000 € de ma sœur, qui appartient à la 3e tranche, a une chambre au Crous de 22 mètres carrés et perçoit 35% de ses salaires annuels, combien d'œufs pond un escargot? Voilà, c'est assez facile, c'est 120. Vous avez 2 heures. Chacun. Donc voilà, études universitaires, bon bah chouette, j'ai trouvé une chambre au Crous. Maintenant, ils ont des salles de reproduction aussi, comme pour les escargots. C'est super bien aménagé. J'ai pu faire je suis pour aussi le retour du loyer à 200 francs. J'ai fait mes premières histoires d'amour. Ça devait être un poète, lui aussi, parce qu'il citait du Alfred de Musset. Partons dans un baiser. Ah, non. Non, il n'écrivait pas dans un. Ouais. Bon, et quand je lui ai dit pourquoi tu rappelles pas, il m'a écrit 15 pages aussi. Et il avait beaucoup de choses à dire. A priori. Bon, j'ai quand même fait la fac à la maison après, c'était chouette. Par hasard, moi aussi, il m'est arrivé de sécher les cours. À part ça, je m'en sors bien. Je suis ascendant écureuil. Je suis balance ascendant écureuil, donc j'ai pas de problème d'impôt. Et j'aime vraiment pas les lundis non plus. Je mets l'argent de côté. Dis donc, par contre, je m'inquiète moi pour l'avenir. Nestor, qui cherchait un emploi dans le poseur de pare-brise, il a traversé la rue pour trouver un emploi dans l'hôtellerie-restauration. Par contre, c'est vraiment triste d'avoir à bosser à la retraite. Je trouve qu'il y a vraiment un truc à faire là-dessus. Et plus sérieusement, pour les violences faites aux femmes, vous avez raison, c'est un vrai problème et il faut s'en préoccuper. J'avais une solution, mais elle n'est pas sérieuse. Mais si on pouvait faire comme les escargots aussi, changer régulièrement de sexe, il y aurait peut-être un peu moins de problèmes. Bon, voilà, sur ce. Bravo. C'est que ça à dire. Merci Catherine. Merci beaucoup Catherine, merci Geoffroy, merci Sabine, merci beaucoup Christelle. On se retrouve demain à 9h50 en direct. On vous réserve plein de surprises. Ce sera une émission spéciale en direct de l'île de Groix dans le cadre du festival Les Insulaires en collaboration avec France Bleu Brésil et France Bleu Armorique. Soyez au rendez-vous. À demain. Kenavo. Votre programme avec Rénoval, réseau national de vérandas et abris de piscine. C'était votre émission avec Godin, spécialiste des appareils de chauffage depuis 1840.